Olivia, est-ce que vous savez gérer s'il y a un peu de personnes qui entrent ou pas? Oui, ça va rien Vous êtes changer, avec? de toute façon. Ok. Si vous me le permettez, on va démarrer comme on a déjà un petit peu de retard. Donc tant pis, on assume. Il y a une demi-heure de temps pour la plénière et on ne va certainement pas embêter notre conférencière. En l'occurrence, notre conférencière, Olivia Graillet, est une doctorante. Donc on a entendu parler ce matin du doctorat, de la recherche et de l'importance du doctorat, etc. Vous allez avoir une application de ce qui a été dit ce matin. Donc c'est absolument génial. Bravo et merci à Olivia de se prêter au jeu. Elle va raconter qui sont toutes les personnes que vous voyez dans cette liste-là derrière moi. Donc elle a 20 minutes de temps de présentation et nous aurons ensuite 10 minutes de temps de questions. Je vous rappelle, elle est doctorante et elle est à la fin de sa 2e année, donc non pas à la fin de sa thèse de doctorat. Donc merci à toutes et tous et à vous, Olivia. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais démarrer. Alors, je me présente, je m'appelle Olivia Graillet et je suis actuellement doctorante dans le cadre d'une thèse CIFRE, donc entre l'entreprise Intégrale Ingénierie et les laboratoires de recherche Energy Lab localisés à La Réunion et le laboratoire L6 rattaché à l'IUT de Valence. Donc, mon sujet de thèse concerne le développement d'un nanoréseau en courant continu avec production, gestion et stockage de l'énergie. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler principalement de l'installation du nanoréseau en lui-même pour l'étude des gains énergétiques en secteur tertiaire. Donc avant de démarrer, je vais commencer par quelques mots sur le contexte climatique et énergétique actuel, avant d'enchaîner sur la définition de quelques mots-clés. Puis je continuerai sur les objectifs de recherche de ce projet et les méthodes que nous avons mises en place, avant de continuer sur les résultats, les premiers résultats que nous avons, pour enchaîner sur les perspectives. Donc tout d'abord, comme nous le savons tous dans cette pièce, les préconisations du GIEC sont de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique afin de limiter les impacts que nous pourrions déjà avoir sur les écosystèmes existants. Par ailleurs, les activités humaines qui sont le transport, l'industrie, l'agriculture et l'utilisation des bâtiments ont été identifiées comme les principales causes responsables des émissions de gaz à effet de serre additionnelles contribuant au réchauffement climatique accéléré. Donc, concernant l'utilisation des bâtiments en particulier, le gouvernement français a mis en place le décret BACS pour Building Automation and Control System, qui a pour objectif d'instrumenter les bâtiments du secteur tertiaire de plus de 1000 m² afin de pouvoir contrôler leurs données de consommation énergétique et les déposer sur la plateforme Opérate mise en place par l'ADEME. Ceci dans un but de vérifier s'ils respectent les objectifs du décret tertiaire. Un autre décret qui vise à réduire de 40% la consommation énergétique des bâtiments d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. À l'échelle de La Réunion, on sait, grâce à une récente présentation de Météo France, que le réchauffement climatique peut également être quantifié, puisque durant les 55 dernières années, ils ont pu noter déjà plus 0,9 degrés d'augmentation. Donc il est encore temps d'agir à l'échelle même du territoire. Car concernant les émissions de gaz à effet de serre, on sait d'après l'Observatoire de l'énergie que la part des énergies fossiles représente actuellement environ 69% de la part d'énergie pour 31% du renouvelable. Donc c'est pourquoi la région a pour objectif d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030 et qu'il est primordial de développer les sources d'énergie locales. Par ailleurs, si on s'intéresse à la production d'électricité sur l'île, le site en open access open data d'EDF nous montre que, par exemple, en 2021, le secteur tertiaire représente 41% de la consommation d'électricité, juste derrière le résidentiel qui représente 46%. Donc on peut voir que le secteur du bâtiment est un enjeu de taille concernant la décarbonation de l'électricité. Ce qui nous amène à nous intéresser plus particulièrement à la gestion de l'énergie au sein des bâtiments, dans laquelle on peut identifier 3 facteurs qui agissent en synergie. Donc tout d'abord la conception du bâtiment, que ce soit pour son enveloppe, mais également l'architecture électrique déployée à l'intérieur pour l'alimentation des équipements.
Ensuite, la formation des utilisateurs pour les sensibiliser aux questions de climat, énergie et des éco-gestes. Et pour terminer, le mix énergétique, donc développer des sources d'énergie locales et durables et associer les technologies qu'on appelle low et high-tech selon les cas d'application. Dans le cadre de ce projet, nous allons vous présenter les objectifs qu'on a eus concernant l'optimisation de l'architecture électrique du bâtiment et également le développement de sources d'énergie locales, en particulier l'énergie solaire, puisque la Réunion bénéficie d'un fort potentiel d'énergie solaire. Concernant justement l'énergie solaire, actuellement dans le monde, de nombreuses recherches sont faites dans le secteur scientifique et industriel pour le développement des micro-réseaux. Un micro-réseau correspond à une représentation tout simplement d'un réseau électrique, mais à échelle réduite, donc pour un quartier ou quelques habitations. Généralement, ils sont constitués de différentes sources d'énergie renouvelables, un système de stockage et un système intelligent de gestion de l'énergie. Ils peuvent agir en étant connectés ou déconnectés du réseau. Et un bon exemple local sont les micro-réseaux qui ont été déployés à Mafate, dans les îlettes de La Nouvelle, Roche-Plate et récemment Îlette à Bourse. Donc dans ce cas de figure, l'autonomie énergétique n'est pas un objectif, mais plutôt une nécessité, puisque les personnes habitant à Mafate sont totalement déconnectées du réseau électrique. Et les sites sont accessibles uniquement à pied. Donc c'est pourquoi les micro-réseaux ont l'avantage de pouvoir répartir intelligemment l'énergie et optimiser la production d'énergie solaire. Dans notre cas, dans ce projet, nous travaillons sur le développement d'un nano-réseau, donc à l'échelle d'un bâtiment ou même de quelques locaux. Donc, dans notre cas de figure, le déploiement est prévu au sein de l'entreprise Intégrale Ingénierie qui fait partie de ce projet de recherche. Et plusieurs nanoréseaux peuvent constituer un nanoréseau. Concernant les nanoréseaux, il en existe deux types. Donc, premièrement, les nanoréseaux AC pour courant alternatif en anglais, qui correspondent, on va dire, à une installation conventionnelle qui intègre des convertisseurs d'énergie. Pour utiliser le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques, nous utilisons des onduleurs. Et pour tous les équipements terminaux fonctionnant nativement en courant continu, comme l'éclairage par LED ou les équipements informatiques, tous les réseaux de capteurs, nous utilisons des convertisseurs, un par équipement. La problématique est que ces convertisseurs génèrent des pertes énergétiques importantes de par leur quantité et des perturbations sur le réseau électrique. Donc, dans notre cas, nous nous intéressons à la distribution en courant continu, puisque d'après l'état de l'art actuel sur la question, il serait possible d'économiser de 15 à 50% d'énergie si nous conservons le bus de distribution en courant continu et utilisons simplement des régulateurs de tension pour s'adapter aux tensions de fonctionnement des équipements terminaux. Donc, ces chiffres sont à varier selon l'efficacité des équipements et les cas d'application. Donc, ce projet nous a amené à identifier plusieurs problématiques. D'un point de vue industriel, premièrement, quels impacts seraient sur les normes actuelles concernant le déploiement du courant continu à grande échelle dans les bâtiments? Et d'un point de vue scientifique, comment quantifier l'efficacité de la distribution en courant continu de manière précise en comparaison du courant alternatif? Donc, pour répondre à ces problématiques, nous avons pris comme cas d'étude les locaux d'Intégrale Ingénierie, qui sont une bonne représentation du secteur tertiaire en termes de plage d'horaire, type d'équipement. Et pour quantifier nos informations, nous avons choisi, lors de l'aménagement des bureaux, de placer des sous-compteurs d'énergie par catégorie d'équipement. Ce qui nous a permis de mesurer que la part du courant continu, qui concerne les bandes de véhicules électriques, les équipements informatiques et l'éclairage par LED représentent au moins 42% de la consommation d'énergie. En comparaison, juste derrière, la climatisation représente quasiment la moitié de la consommation d'énergie. Donc cela nous a amené à définir deux objectifs de recherche. Premièrement, optimiser la conception des installations pour les équipements fonctionnant en courant continu. Donc comment réduire le nombre de convertisseurs et optimiser la quantité de câblage. Et ensuite, l'optimisation de la gestion de l'énergie, donc cette fois, essayer de favoriser la ventilation par brasseur d'air, car comme vous pouvez le voir sur le graphique, ils sont vraiment sous-sollicités comparé à la consommation de la climatisation. Donc ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on pourrait faciliter le pilotage des brasseurs d'air pour avoir, pour une même demande de consigne par l'utilisateur, une gestion efficace entre la clim et les brasseurs d'air pour pouvoir augmenter la consigne de la climatisation. Aujourd'hui, je vais principalement partir de l'objectif de optimisation de la conception, puisque ce sont les travaux qui ont concerné les 2 premières années de recherche.
Donc, dans notre cas, nous avons choisi d'étudier la distribution 48 volts en courant continu. Pourquoi cette tension ? Car, comme vous pouvez le voir sur ce schéma extrait d'une publication présentant le micro-réseau de la nouvelle, le 48 volts est la tension nominale de fonctionnement des batteries lithium-fer phosphate, qui est la technologie la plus déployée actuellement dans les bâtiments et les véhicules électriques. Et par ailleurs, le 48 volts est aussi la tension de fonctionnement du système de stockage à hydrogène. Donc ça peut aussi être une perspective pour l'optimisation des systèmes hybrides, comme ce type-là. Et donc la différence, dans notre cas, est comme vous le voyez à la sortie du bus 48 volts, il y a un convertisseur continu vers alternatif qui permet de distribuer le courant alternatif vers les différents bâtiments du micro-réseau, qui sont une école, le bâtiment de l'ONF et un dispensaire. Donc, dans notre cas, nous avons choisi de localiser le déploiement du nanoréseau sur 2 bureaux individuels des locaux de l'entreprise qui seront situés à peu près 25 mètres du rack de distribution du nanoréseau. Celui-ci est relié en toiture à une centrale photovoltaïque et couplé à une station solaire et météorologique qui est référencée sur le site de l'application mobile du Energy Lab. Donc, les données sont aussi en open access. Donc, pour voir plus en détail l'architecture du nanoréseau, nous avons au démarrage le même type d'installation qu'il y aurait dans les sites autonomes, un régulateur de tension à 48 volts, puis le système de stockage de batteries lithium-fer phosphate. Et ensuite, concernant la gestion de l'énergie, nous utilisons une technologie qui s'appelle Power over Ethernet, donc plus communément appelée PoE. Cette technologie présente l'avantage dans notre cas de figure de fonctionner en 48 volts, mais aussi elle permet de réduire les quantités de câblage, puisqu'elle permet par un câble réseau classique d'alimenter en énergie et de fournir Internet aux équipements. Donc ce qui pourrait nous permettre, les équipements de moins de 100 watts. Donc ce qui pourrait nous permettre dans notre cas de figure d'optimiser la gestion de l'éclairage et de la ventilation, comme mentionné précédemment, pour pouvoir mesurer et en même temps envoyer des commandes. Donc, concernant l'avancement du projet, nous en sommes jusqu'à l'étape en dessous de la batterie. Et avant d'installer les équipements terminaux, nous avons décidé de faire des études sur l'installation pour quantifier les gains d'énergie potentiels par rapport à une installation classique et étudier les chutes de tension qui sont une des problématiques dans le cadre des installations à courant continu. Donc, la première étape pour quantifier les gains d'énergie a été d'installer un banc de mesure en laboratoire pour placer des convertisseurs et des instruments de mesure en amont et en sortie. Donc nous avons utilisé pour cela des wattmètres, ce qui nous a permis de quantifier l'énergie consommée par les équipements. Et les résultats que nous avons pu obtenir sont que concernant l'éclairage, nous en sommes à peu près à 18% de gain d'énergie, jusqu'à 58% pour les brasseurs d'air. Car il y a différents types de brasseurs d'air selon le moteur utilisé, soit en courant continu ou alternatif. Et donc ces données sont à moduler selon le type de charge que vous utilisez et le rendement des convertisseurs. Ensuite, à partir de ces données que nous avons mesurées, nous avons pu estimer à partir des données de consommation des locaux que sur la totalité de la consommation d'énergie, l'optimisation de l'éclairage et des équipements informatiques pourrait permettre de réduire globalement de 12,5% la consommation globale des locaux. Cependant, des limites surviennent par rapport à la distribution en courant continu que nous allons voir dans un instant. C'est que dans le cas d'une distribution à courant continu, il y a un impact direct sur la résistance par unité de longueur, puisque dans ce cas, le courant circulant dans une seule direction, il est nécessaire de doubler la longueur des câbles pour calculer la résistance induite. Et cette résistance, comme on peut le voir sur la dernière relation, a un impact direct sur le pourcentage des chutes de tension. Or, la norme NFC 1500 actuelle nous indique qu'il est obligatoire de ne pas dépasser 3% de chute de tension pour l'éclairage et 5% pour les autres équipements afin de respecter les conditions de sécurité pour les utilisateurs et l'efficacité du système. Donc, ce que nous avons fait, c'est que sur cette image, vous pouvez voir le rack de distribution du nanoréseau qui est installé dans le local technique de l'entreprise. Nous avons décidé de faire des tests sur la décharge de la batterie, qui est l'équipement le plus sensible du système en termes d'impact environnemental et de durée de vie. Donc le premier cas de figure a été de faire une installation dite classique, donc avec des convertisseurs, l'onduleur et le convertisseur alternatif vers continu. Puis dans le deuxième cas de figure, simplement en utilisant l'énergie distribuée par la batterie.
Et en termes de charge terminale, nous avons utilisé une charge programmable de laboratoire qui nous permet de fixer manuellement la puissance demandée et avoir une représentation d'un équipement. Donc dans les deux cas de figure, les conditions de test sont les mêmes. On a la section de câble 1,5 mm², qui est la section minimale requise dans les installations électriques, et une distance de 25 mètres qui correspond à la distance qu'il y aura avec les locaux qui serviront de démonstrateurs. Donc ce qu'on a pu relever comme résultat ont été que dans le cas d'une distribution classique, donc le premier test, on a une consommation d'énergie qui est supérieure par rapport à une distribution en courant continu, ce qui nous permet de quantifier une efficacité du système d'à peu près 75% pour 93% en courant continu. Cependant, on a remarqué qu'en étant uniquement alimenté par la batterie, on avait une chute de tension bien plus importante que celle qui était attendue, car d'après les calculs, on devait avoir à peu près que 3%. On s'est demandé s'il n'y avait pas un impact de la résistance interne de la batterie dans ce cas-là. C'est pourquoi on a mis en place le troisième test, qui était d'alimenter l'équipement en passant directement par l'autoconsommation des panneaux photovoltaïques et en ayant la batterie chargée au maximum. Et dans ce cas-là, ce qu'on a remarqué, c'est que la consommation d'énergie était moins importante. Tout cela dit parce que la tension était maintenue à un niveau plus constant, et donc il y avait moins de chute de tension, et donc ça avait aussi un impact sur l'efficacité globale du système. Et la chute de tension était aussi moins importante. Donc ce qu'on se demande pour les prochains tests, ce sera de mettre en place des instruments de mesure pour vérifier la résistance interne de la batterie, et ainsi pouvoir confirmer ou non ces hypothèses. Donc, par rapport à ces conditions de mesure, qui étaient, comme je rappelle, 1,5 mm² en conditions de câble et une distance de 25 mètres, cela nous a permis d'identifier les limites de la distribution en courant alternatif ou continu. Donc, jusqu'à peu près 200 watts de demande, on peut voir que l'efficacité en orange de la distribution en courant continu est plus élevée, jusqu'à ce point-là qui correspond à une chute de tension supérieure à 5%. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, nous sommes hors conditions des normes. Et à ce point-là, c'est là où les deux distributions se rejoignent, puisqu'on atteint une efficacité de 93%. Donc, pour conclure sur ces éléments, nous avons, je vous ai présenté l'état d'avancement du nanoréseau qui a été déployé en entreprise, qui est actuellement à peu près à 80%. Nous avons pu quantifier grâce à nos bancs de mesure qu'on pouvait avoir un gain d'énergie d'à peu près 12,5% sur la consommation globale des locaux en optimisant l'architecture de l'éclairage et des équipements informatiques. Nous avons relevé une efficacité supérieure en courant continu, mais sous certaines limites, c'est-à-dire en termes de distance et de communication et section de câbles. Et pour les travaux à venir, nous avons pour objectif de mettre en place le système de gestion de l'énergie favorisant la ventilation par brasseur d'air. Puis nous comptons également mettre en place un modèle de simulation numérique pour pouvoir avoir une approche théorique des mesures expérimentales. Et pour terminer, l'objectif final est de réaliser l'installation complète dans les locaux de l'entreprise. Donc je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre. Bonjour. J'ai une question concernant la charge que vous utilisez. Au début, vous montrez que... Bon, j'ai plus de questions. Non, au début, vous comparez les pertes AC et DC, et évidemment, ça dépend de la nature de la charge sur laquelle vous fonctionnez. Et après, vous expliquez que vous choisissez une charge. Donc, ma question, c'est vos mesures ont été faites sur quel type de charge? Est-ce que c'est purement résistif? Est-ce qu'il y a de l'induction? Voilà, quel type de charge vous avez choisi? C'est une charge purement résistive. Donc, normalement, ça représente bien, par exemple, un panneau de LED ou des équipements de ce type. Merci. Bonjour Olivia, merci pour cette présentation. En termes de distribution en PoE, c'est un appareil dédié PoE ou c'est un switch au réseau PoE? Première question. Et la deuxième question, c'est il est alimenté directement en 48 volts ou il est transformé de 230 en 48 volts?
Alors en temps normal, il y a un bloc d'alimentation qui convertit l'alternatif vers le 48, mais sinon il fonctionne sur du 48 volts, même si l'idéal c'est d'avoir une tension un peu plus élevée pour justement pallier aux chutes de tension. Et dans notre cas, l'objectif final c'est d'avoir un switch vraiment PoE, mais pour l'instant on est en mode prototypage, donc c'est un switch classique qu'on a adapté pour avoir des sorties PoE. Oui, merci pour la présentation. Là, donc, le prototype, il a été réalisé dans une entreprise qui est à Saint-Gilles, je crois, et sur des distances de moins de 25 mètres. La mise en œuvre dans l'îlette La Nouvelle ou une autre îlette de Mafat, est-ce qu'on prévoit quel va être l'impact qu'il peut y avoir? Parce que peut-être qu'entre l'école et l'ONF, il y a peut-être plus que 25 mètres. Est-ce que là, on prévoit comment ça va évoluer par rapport aux mesures que vous faites là? J'ai pris l'exemple de Mafat, mais ce n'est pas spécialement en discussion d'adapter la distribution en 48 volts aussi dans les îlettes. C'est juste pour avoir le point de comparaison. Mais c'est vrai que ça dépendrait des distances, ça serait à étudier en fait, comme cas d'application. Merci beaucoup pour votre présentation. Michael Akiovic, économiste à l'IUT à Auch. Le côté technique, je ne pourrais pas du tout en parler. Ce matin, on a parlé d'autonomie, on a parlé de souveraineté. Et du coup, je me demandais, est-ce que ces systèmes, ils pourront, une fois qu'ils seront développés, bien définis, il y aura des possibilités pour créer les éléments sur l'île? Ou est-ce qu'il y a des initiatives, des programmes mis en place par la région ou autres, justement pour essayer de pouvoir s'auto-fournir ensuite dans la création de ces systèmes? Pour l'instant, il y a plusieurs recherches dans le monde qui traitent de la question, mais c'est vraiment à l'état de recherche pour l'instant. Donc, à l'échelle d'un déploiement plus large, c'est vraiment des questions à poser, parce que pour l'instant, il n'y a pas de thématique concrète sur la question. Enfin, pas que je sache. Merci. D'autres questions? On est tout bon. Un grand merci Olivia, merci à tout le monde. Alors s'ouvrent les sessions que vous avez sur votre programme. Dans le rappel, vous avez pour chaque session l'indication des salles sur la gauche. Vous avez un petit icône et sur votre première page, vous avez la légende de ces icônes.